La télévision en direct est imprévisible et certains moments ont choqué les téléspectateurs du monde entier. Présentateurs, artistes et athlètes ont été confrontés en direct à des accidents soudains, des accès de violence et des incidents dangereux, créant des scènes de chaos et de peur. Ces 5 événements figurent parmi les plus troublants jamais diffusés en direct, générant des moments inoubliables. En juillet 2010, le Royaume-Uni a été le théâtre de l'un des événements les plus troublants jamais diffusés en direct à la télévision. Pendant près d'une semaine, la traque du fugitif Raoul Moat a monopolisé les ondes, transformant des villes entières en zones bouclées et inondant le public d'images de policiers lourdement armés quadrillant la campagne. L'ampleur de l'opération, la peur au sein des communautés locales et la couverture médiatique en direct constante ont donné aux téléspectateurs le sentiment d'assister au déroulement d'une tragédie en temps réel. L'enchaînement des événements a commencé 2 jours seulement après la libération de la prison de Durham de Moat, un ancien culturiste et ex-détenu de 37 ans. Aux premières heures du 3 juillet, il est arrivé à une maison de Birtley, Gateshead, où son ex-petite amie Samantha Stobart rendait visite à son nouveau compagnon Chris Brown, un professeur de karaté de 29 ans. Caché à l'extérieur pendant plus d'1 heure, Moat a attendu que Brown sorte. Il a alors tiré sur lui avec un fusil à canon scié à bout portant, le tuant. Quelques instants plus tard, il a tiré à travers une fenêtre dans la maison, blessant Samantha au bras et à l'abdomen. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital sous escorte armée, où elle a subi une intervention chirurgicale d'urgence. Moat a remis une lettre de 49 pages à un ami, remplie de justifications colériques pour ses actes et de menaces détaillées contre la police. Son hostilité envers les forces de l'ordre a escaladé le lendemain. Peu après minuit, le 4 juillet, l'agent de police David Rasband était assis dans sa voiture de patrouille près d'East Denton, Newcastle, lorsque Moat a frappé à nouveau. Après avoir appelé la police quelques minutes plus tôt pour annoncer ses intentions, Moat a tiré sur Rasband à 2 reprises à travers la fenêtre, le laissant aveugle de façon permanente. Rasband a survécu, mais a subi des blessures dévastatrices qui allaient changer le reste de sa vie. À ce moment-là, Moat était devenu l'homme le plus recherché du pays. La police de Northumbria a lancé ce qui allait devenir la plus vaste opération armée de l'histoire britannique moderne. Plus de 160 agents armés ont été déployés, avec des renforts provenant de forces de tout le Royaume-Uni. Des véhicules blindés antiterroristes ont été acheminés d'Irlande du Nord, des équipes de tireurs d'élite ont été positionnées à travers la campagne, et un jet Tornado de la Royal Air Force équipé de surveillance infrarouge a balayé le Northumberland. Les recherches se sont rapidement concentrées sur Rothbury, une petite ville du Northumberland entourée de collines et de forêts que Moat connaissait bien. Les écoles ont été placées sous garde armée. Il a été demandé aux résidents de rester chez eux et de fausses observations ont déclenché des raids à travers la région. La couverture en continu des équipes de télévision stationnées à Rothbury montrait l'ampleur extraordinaire de l'opération, avec des hélicoptères tournant au-dessus, des agents patrouillant les rues et des barrages routiers bouclant la ville. Le 9 juillet, la chasse à l'homme a atteint son stade final. La police a localisé Moat sur la rive d'une rivière près de Rothbury, tenant un fusil de chasse sur sa propre tête. Pendant près de 6 heures tendues, les négociateurs ont tenté de le persuader de se rendre, tandis que les médias diffusaient en direct derrière les cordons de police. Dans une tentative désespérée de lui sauver la vie, la police a tiré sur lui avec un taser expérimental à longue portée, mais il s'est avéré inefficace. Vers 1h15 du matin, le 10 juillet, Moat a appuyé sur la détente de son fusil de chasse. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital général de Newcastle, où son décès a été prononcé peu après son arrivée. Une enquête a confirmé plus tard qu'il s'était suicidé et a statué que la police de Northumbria n'était pas en faute. Samantha a survécu à ses blessures, mais a vécu avec des cicatrices permanentes de la fusillade. La mort de Chris Brown a dévasté sa famille, tandis que David Rathband a passé près de 3 semaines à l'hôpital et s'est ensuite suicidé en 2012 après avoir lutté pour s'adapter à sa cécité. Immédiatement après la traque, les autorités ont été critiquées pour la couverture médiatique en continu, certains s'inquiétant qu'elle ait transformé un fugitif violent en spectacle. Des groupes troublants ont émergé sur les réseaux sociaux faisant l'apologie de Moat, suscitant un débat public sur l'éthique de la diffusion de tels événements et les dangers du sensationnalisme. La chasse à l'homme de Raoul Moat reste l'un des exemples les plus effrayants de tragédies en temps réel jamais télévisées. Dans la nuit du 20 février 2003, ce qui devait être une soirée de musique et de célébration à la discothèque The Station à West Warwick, Rhode Island, s'est transformé en l'un des événements les plus horribles jamais filmés. Des centaines de spectateurs s'étaient rassemblés pour voir Jack Russell's Great White se produire, ignorant que l'excitation de la soirée allait céder la place à une terreur inimaginable
en quelques instants. La tragédie s'est déroulée en quelques secondes, laissant une marque permanente sur les survivants, les familles et l'ensemble de la communauté. À 23h07, Jack Russell's Great White a commencé sa première chanson, Desert Moon, devant une foule de 462 personnes, bien au-delà de la capacité autorisée du club de 404. Quelques instants plus tard, le gérant de la tournée, Daniel Biechel, a allumé 4 dispositifs pyrotechniques, connus sous le nom de gerbes, destinés à projeter des étincelles au-dessus de la scène. 2 de ces dispositifs visaient un angle de 45 degrés, tandis que les 2 du milieu tiraient droit vers le haut. En quelques secondes, des étincelles ont atterri sur la mousse acoustique inflammable recouvrant les murs et le plafond autour de l'alcôve du batteur. Des flammes ont éclaté presque instantanément, grimpant les murs et le plafond. Au début, certains dans le public ont confondu les flammes avec une partie du spectacle, mais une fumée noire a rapidement commencé à envahir la pièce. La confusion initiale de la foule a rapidement dégénéré en une lutte effrénée pour la survie. The Station avait 4 sorties, mais la majorité des clients se sont précipités vers la porte d'entrée, créant un goulot d'étranglement mortel dans les 3 couloirs. En quelques secondes, les corps se sont pressés les uns contre les autres, rendant tout mouvement presque impossible. Certains ont tenté de s'échapper par la porte de la scène, mais des rapports indiquent que les videurs l'ont bloqué, n'autorisant l'accès qu'au groupe. D'autres sorties, y compris une porte réservée aux employés et une sortie de secours dans la zone du bar, ont permis à un nombre limité de personnes de s'échapper en toute sécurité. Plusieurs spectateurs ont brisé des fenêtres à l'avant du bâtiment, offrant des voies d'évacuation supplémentaires, mais la majorité de la foule est restée piégée au milieu de la fumée, des flammes et d'une masse écrasante de corps. Le vidéaste Brian Butler de WPRI-TV a filmé l'incendie depuis le sol de la discothèque alors qu'il tournait un reportage prévu sur la sécurité des boîtes de nuit. Ces images ont documenté le chaos en temps réel. Des gens empilés les uns sur les autres, haletant pour respirer et se bousculant alors qu'une épaisse fumée noire se déversait dans la pièce. Butler lui-même a tenté de secourir des survivants. Brisant des fenêtres, le feu a consumé tout le bâtiment et l'absence de système de gicleur, associé au système d'alarme incendie non connecté, a contraint les pompiers à intervenir dans une urgence extrême. Le service d'incendie de West Warwick a reçu les premiers rapports par des appels au 911 en 60 secondes, arrivant sur les lieux 6 minutes seulement après le début de l'incendie, aidé par des équipes des villes voisines. À 1h30 du matin, le feu était maîtrisé, mais la dévastation était totale. Les conséquences ont révélé une perte humaine stupéfiante. Sur les 462 personnes à l'intérieur, 100 ont été tués, dont 4 employés, le guitariste du groupe Ty Longley et le DJ local Mike Gonsalves. Plus de 230 ont été blessés, beaucoup souffrant de graves brûlures ou de traumatismes physiques durables, tandis que seulement 132 s'en sont sortis indemnes. Les survivants ont enduré des blessures et des cicatrices émotionnelles qui ont changé leur vie, certains développant un syndrome de stress post-traumatique. Des poursuites civiles et des accusations criminelles ont suivi. Biechel a plaidé coupable à 100 chefs d'homicide involontaire, purgeant une partie de sa peine avant d'être libéré. Michael et Jeffrey Derderian, propriétaires de The Station, ont accepté des accords de plaidoyer. Michael purgeant une peine de prison et Jeffrey effectuant des travaux d'intérêt général. Les règlements civils se sont élevés à 176 millions de dollars. Les enquêtes ont révélé de multiples lacunes en matière de sécurité. La discothèque utilisait de la mousse de polyuréthane hautement inflammable qui n'avait pas été détectée lors des inspections incendie. Et le lieu n'avait pas de système de gicleur. Bien que des pièces pyrotechniques aient été utilisées en toute sécurité lors de spectacles précédents, ce spectacle s'est avéré tragiquement différent. Les autorités ont confirmé plus tard que le club dépassait sa capacité autorisée cette nuit-là et que l'utilisation de pièces pyrotechniques par le groupe n'était pas autorisée. Dans des interviews ultérieures, les Derderian ont souligné que leur intention était toujours de fournir le récit complet, mettant en lumière des preuves qui n'avaient pas été présentées aux autorités. L'incendie de la discothèque The Station est considéré comme l'un des incendies les plus meurtriers de l'histoire des boîtes de nuit aux États-Unis. Et la séquence filmée reste l'un des moments les plus troublants jamais capturés à la télévision. En 2017, le site a été transformé en Station Fire Memorial Park, garantissant que le souvenir des 100 victimes et les leçons de cette nuit perdurent. Les téléspectateurs italiens ont été stupéfaits en 2024 lorsqu'une émission en direct s'est transformée en l'un des moments les plus troublants jamais diffusés, révélant un crime qui a secoué une communauté tranquille. Ce qui a commencé comme un reportage de routine sur un décès local a rapidement dégénéré en une confession déchirante, capturée en temps réel, exposant les dures conséquences du désespoir et de la tension mentale au sein d'une famille. Les téléspectateurs ont été confrontés à une réalité que peu pouvaient imaginer, assistant à l'effondrement de la ligne fragile entre l'aide aux proches et la
la tragédie devant les caméras. Les événements se sont déroulés à Spezzano di Fiorano, une ville de la province de Modène, en Émilie-Romagne. Un dimanche, Loretta Levrini, 80 ans, a été retrouvée morte dans son lit par sa fille. Loretta vivait avec la démence et la maladie d'Alzheimer, des conditions qui exigeaient de plus en plus de soins et d'attention au fil des ans. La police, soupçonnant un acte criminel, a immédiatement désigné son fils, Lorenzo Carbone, 50 ans, un aidant de longue date qui vivait avec sa mère depuis 15 ans, comme personne digne d'intérêt. Des drones et des agents ont commencé à fouiller la zone, se concentrant sur Pavulo, où Carbone s'était enfui après l'incident, selon ses déclarations ultérieures. Il a dit aux journalistes qu'il avait erré sans but dans les rues de Pavulo, insistant sur le fait qu'il ne se cachait pas mais essayait de prendre ses distances avec la situation avant de retourner chez sa mère le lendemain. C'est à ce moment-là que Carbone a rencontré de manière inattendue une équipe de télévision de l'émission débat de Mediaset Pomeriggio 5 qui couvrait l'histoire. Dans un état de confusion et de détresse visible, Carbone a confirmé son identité au journaliste Fabio Giuffrida et, lorsqu'il a été interrogé, a fait une confession complète. Il a raconté, avec des détails tremblants, comment il avait d'abord tenté d'étouffer sa mère avec un oreiller et une taie d'oreiller avant d'utiliser finalement des lacets de chaussures pour mettre fin à sa vie. Carbone a admis que le comportement répétitif et les actions imprévisibles de Loretta l'avaient poussé au désespoir, expliquant qu'il n'en pouvait plus et avait agi instinctivement bien que pleinement conscient de la gravité de ses actes. Il s'est effondré à plusieurs reprises pendant l'interview, décrivant la tension, la colère et le sentiment d'impuissance qu'il avait ressenti en prenant soin d'elle. Immédiatement après la confession, les journalistes ont contacté les carabiniers qui sont arrivés rapidement pour arrêter Carbone. Néanmoins, l'interview, y compris son aveu et son appréhension subséquente, a été diffusée en direct sur Canal 5, présentée par la journaliste Mirta Merlino. La décision a provoqué de vives critiques de la part des médias italiens et du public. Les critiques ont souligné les implications éthiques de la diffusion de la confession d'un homme alors qu'il était visiblement confus et en détresse, se demandant si le devoir journalistique justifiait la diffusion en temps réel d'une révélation aussi traumatisante. Gaia Tortora, directrice adjointe de TG La Sept, a décrit cela comme « toucher le fond », tandis que d'autres ont parlé de cirque médiatique violant les codes professionnels. Merlino a défendu la décision citant l'autorisation de la police et l'urgence de l'histoire en cours, soulignant que sa priorité avait été d'éviter d'interférer avec l'enquête. Les conséquences ont laissé l'Italie aux prises avec des questions sur l'éthique des médias, le stress des aidants et l'exposition publique de tragédies intimes. Alors que Carbone était placé en garde à vue pour interrogatoire et que le corps de Loretta était programmé pour une autopsie, la diffusion elle-même est devenue un point central de débat, laissant des millions de téléspectateurs confrontés à l'un des événements les plus déstabilisants jamais vus à la télévision en direct. La télévision en direct est souvent imprévisible, mais peu de moments ont démontré ces dangers aussi clairement qu'un matin de juillet 1989, lorsqu'un segment de routine d'une émission pour enfants s'est transformé en une épreuve terrifiante. Ce qui a commencé comme une émission apparemment inoffensive depuis Manchester a rapidement dégénéré en une scène de chaos, laissant les téléspectateurs horrifiés et une jeune présentatrice aux prises avec les conséquences immédiates d'un incident pyrotechnique. L'événement allait devenir l'un des moments les plus choquants et troublants de l'histoire de la télévision en direct britannique, illustrant comment des erreurs d'une fraction de seconde peuvent avoir des effets qui changent la vie. L'incident s'est produit le 15 juillet 1989, lors d'une émission du programme pour enfants de la BBC, UP2U, diffusée en direct depuis Manchester le samedi matin. À seulement 26 ans, la présentatrice Anthea Turner était assise sur le haillon d'une camionnette, présentant une équipe de cascadeurs à moto se produisant pour coïncider avec le Royal Tournament. Turner faisait partie d'une équipe de présentateurs dont Jenny Powell et Tony Doherty qui contribuaient chacun à un mélange de divertissement, d'interviews, de guides et de reportages sur place. Au cours de ce segment, une erreur de communication en coulisses a conduit au désastre. Un cascadeur à moto a mal interprété le signal de Turner de parler comme le signal de lancement, envoyant la moto et les pièces pyrotechniques associées vers l'avant alors qu'elle était toujours assise sur le haillon. L'explosion qui s'en est suivie a enflammé les cheveux, la veste et les mains de Turner, propulsé par la force de l'explosion et le contact avec le bras du motard qui l'a poussé directement dans les pièces pyrotechniques. Malgré le danger immédiat, les caméras ont continué de tourner, capturant le moment en direct pour un public national. Turner a subi de douloureuses brûlures à la tête et aux mains, une perte auditive temporaire et le choc d'avoir échappé de peu à la mort. Les téléspectateurs l'ont vu se précipiter en sécurité et rouler sur le sol alors que ses vêtements s'enflammaient, la scène étant aggravée par la réalité surprenante que cela était diffusé en temps réel. L'émission a rapidement coupé
coupé pour passer à la co-présentatrice Jenny Powell, qui a confirmé que Turner recevait les premiers soins et a rassuré le public sur le fait qu'elle était en vie. Une enquête a attribué l'incident à un manque de coordination entre le personnel du programme et les organisateurs des cascades. La mauvaise communication avait directement poussé le pilote à agir prématurément, Turner étant positionné dangereusement près des effets pyrotechniques. L'accident a forcé Turner à prendre un congé de son travail, y compris son rôle d'animatrice de The Best of Magic, pendant que ses blessures physiques guérissaient. Au-delà des conséquences médicales immédiates, elle a conservé des cicatrices à long terme, y compris une décoloration de ses mains où plusieurs couches de peau avaient été brûlées et la perte de cheveux, sourcils et cils. Malgré ses blessures, Turner s'est considérée chanceuse d'avoir survécu à un incident qui aurait pu entraîner des conséquences bien plus graves ou la mort. L'incident a également eu des implications plus larges pour l'émission et les normes de sécurité de la télévision en direct. L'accident s'est produit lors du premier épisode de la deuxième série du P2U et le programme a cessé d'être diffusé plus tard cette année-là. Il a finalement été remplacé le printemps suivant par The Weather, 15 de Manchester. L'expérience de Turner est devenue une leçon d'humilité au sein de la BBC, l'amenant à devenir le visage public de la sensibilisation à la santé et à la sécurité et à figurer finalement dans des vidéos de sécurité de la BBC. Bien qu'elle se soit rétablie professionnellement et ait poursuivi une carrière réussie, y compris un mandat très médiatisé sur Blue Peter, la diffusion déchirante de juillet reste un rappel brutal des dangers réels inhérents à la télévision en direct, en particulier lorsque des cascades et des pièces pyrotechniques sont impliquées. Le sport en direct peut captiver des millions de personnes, mais rarement un seul moment a choqué le public du monde entier comme une nuit de juin à Las Vegas en 1997. Ce qui devait être une revanche entre deux des poids lourds les plus redoutables du sport a rapidement dégénéré en chaos et laissant les téléspectateurs stupéfaits. Le combat, diffusé en direct depuis la MGM Grand Garden Arena, allait devenir tristement célèbre pour un acte de violence sans précédent, le marquant à jamais comme l'un des moments les plus troublants jamais capturés sur une scène sportive. Le match a eu lieu le 28 juin 1997, opposant Mike Tyson, qui cherchait à reconquérir sa domination après avoir perdu le titre des poids lourds WBA contre Evander Holyfield l'année précédente. Holyfield avait stupéfié le monde lors de leur premier combat, contrôlant la confrontation et mettant Tyson à terre au 6e round avant de gagner au 11e. La revanche était très attendue, Tyson étant désireux de restaurer sa redoutable réputation, tandis qu'Holyfield entrait en tant que champion déterminé malgré des problèmes de santé antérieurs. Les deux hommes étaient des professionnels chevronnés et le combat a suscité une attention massive avec des millions de personnes le regardant en direct à travers le monde. Dès le début, la tension était palpable. Holyfield a dominé les premiers rounds, assénant des coups de poing précis et gardant le contrôle, tandis que Tyson devenait de plus en plus frustré par les coups de tête répétés de son adversaire. Au deuxième round, la tête d'Holyfield a heurté Tyson, ouvrant une coupure au-dessus de l'œil droit de ce dernier. L'arbitre Mills Lane a jugé le contact accidentel, faisant écho à une plainte que Tyson avait formulée lors de leur première rencontre. La frustration a semblé exploser lorsque Tyson a quitté son coin sans son protège-dents au début du 3e round, nécessitant l'intervention de Lane pour rétablir l'ordre. Quelques instants plus tard, le combat a éclaté dans une scène qui a stupéfié les téléspectateurs. Lors d'un clinch, accrochage, Tyson a mordu l'oreille droite d'Holyfield, arrachant un morceau de cartilage d'1 pouce qu'il a craché sur le tapis du ring. Holyfield a réagi avec une douleur immédiate, tournant et saignant, tandis que Lane tentait de rétablir le contrôle. Après consultation avec le médecin au bord du ring, le combat a repris. Mais Tyson, dans un second acte d'agression, a mordu l'oreille gauche d'Holyfield, laissant une cicatrice. À la fin du 3e round, Lane a disqualifié Tyson, mettant fin au combat et marquant la première disqualification pour un titre des poids lourds en plus de 50 ans. Les conséquences ont été chaotiques. Le comportement agressif de Tyson s'est poursuivi alors qu'il confrontait des membres de l'équipe d'Holyfield et le public, nécessitant l'intervention de la sécurité à plusieurs reprises. La commission athlétique de l'État du Nevada a révoqué la licence de boxe de Tyson et l'a condamné à une amende de 3 millions de dollars, mais sa licence a été rétablie plus tard en 1998. Holyfield a été soigné pour ses blessures et libéré, et il a ensuite publiquement pardonné à Tyson. Le match, annoncé sous le titre « Le son et la fureur » et surnommé par la suite « Le combat de la morsure », a généré 181 millions de dollars de revenus, mais son héritage est resté défini par le choc et la controverse plutôt que par le sport. L'incident a laissé une marque durable sur les deux carrières. Tyson a admis publiquement des années plus tard que dans le feu de l'action, il avait voulu tuer Holyfield, décrivant une perte de contrôle qui, il l'a reconnu, aurait pu se répéter sous des provocations similaires. Holyfield a poursuivi sa carrière de boxeur, prenant finalement sa retraite à 48 ans, tandis que Tyson a été confronté à d'autres défis professionnels et personnels avant de tenter un retour progressif.
sportif. Malgré les décennies qui se sont écoulées, l'image de l'oreille d'un champion mordu lors d'une émission en direct reste l'un des moments les plus inoubliables et troublants de l'histoire du sport, servant de rappel brutal des dangers inhérents lorsque l'agression humaine submerge la discipline professionnelle.